Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres tout de suite. Fin ce vendredi de la visite d'État du président de la République de Guinée équatoriale. À l'issue de cet entretien, d'importantes décisions ont été prises dans plusieurs domaines. Commémoration en différé ce vendredi de la journée internationale du donneur de sang au Centre national de transfusion sanguine. Cette année, le thème retenu est « Merci de me sauver la vie ». Décédé le lundi 15 juin 2015 au CHU d'Ignace Dine des suites d'un accident de la circulation, la dépouille mortelle de l'honorable député Fally Yaraduno a été exposée ce vendredi au Palais du Peuple. Une fois encore, bienvenue à tous. Le président de la République de Guinée équatoriale a bouclé ce vendredi sa visite d'État à Conakry. Au cours des entretiens avec son homologue, d'importantes décisions ont été prises, notamment de la coopération sud-sud dans les domaines de la santé, de l'enseignement ou encore des mines. Les deux chefs d'État ont aussi abordé les questions politiques dans leurs pays respectifs et sur le continent. Maniang Condé et Souleymane Souma. Cette visite d'État du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo vient une fois encore donner un coup de pouce aux relations de coopération existantes entre son pays et la Guinée. Le résumé de cette visite, lu par le ministre de la Coopération internationale, a abouti à la signature de plusieurs accords dans les domaines de l'agriculture, les mines, la santé, le développement de l'enseignement supérieur, qui reste l'une des priorités du chef de l'État, était aussi au centre des préoccupations. Les deux chefs d'État se sont engagés à affermir davantage la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation technique et professionnelle. À cet effet, le président de la République de Guinée équatoriale a répondu favorablement au souhait de son homologue pour voir les étudiants guinéens bénéficier à Guinée équatoriale des mêmes voies d'inscription que l'aide aux disciples équato-guinéens. Les entretiens entre Teodoro Obiang et Alpha Condé étaient aussi politiques. Les deux chefs d'État se sont présentés les situations politiques et sociales de leurs pays respectifs avant d'évoquer le cas du continent, qui pour l'heure reste dominé par les attaques terroristes de Boko Haram. Les deux chefs d'État ont apprécié l'évolution significative de la démocratie sur le continent. Ils ont cependant déploré la persistance de certains foyers de tension, notamment au Mali, au Nigeria, au Burundi, en République démocratique du Congo et en Libye. Ils ont exprimé leurs vives préoccupations par rapport au phénomène islamiste Boko Haram pour l'éradication effective duquel ils ont appelé la communauté internationale à appuyer les efforts de la force mixte d'intervention qui sera déployée. Le président de la Guinée équatoriale a aussi offert une enveloppe de 500 millions d'euros à la Guinée pour la situation post-Ebola. Pour plus démontrer son attachement aux liens traditionnels existants entre les deux pays, Teodoro Obiang a lui aussi invité le président Alpha Condé pour une visite d'État et de travail en Guinée équatoriale. Près d'un an après le précédent, le 4e dialogue interguinéen a effectivement débuté jeudi entre les principaux acteurs de la crise guinéenne sous la conduite du ministre de la Justice. Malgré la présence de tous les acteurs concernés par ce dialogue, la première journée n'aura trouvé aucune solution, chaque camp étant resté cramponné derrière sa décision au Bakar Sidiki Mané. S'achemine-t-on vers une décrispation de la crise politique qui secoue la Guinée depuis l'annonce du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, CENI? Les pourparlers du 4e dialogue politique interguinéen ont été présidés jeudi par le ministre de la Justice, M. Sako, et Kiridi Bangoura, qui espèrent ramener l'opposition et la mouvance à la raison. Pour cette première journée qui a duré 4 heures d'horloge, les discussions ont porté sur la levée du préalable de l'opposition républicaine, une question préjudicielle liée à l'annulation du chronogramme électoral concernant les communales. Vous savez, la présidentielle, on vous l'a toujours dit qu'elle ne nous pose pas de problème, parce que son chronogramme est conforme à la loi. C'est le chronogramme des élections communales qui viole et la Constitution et le Code électoral et des actes internationaux ratifiés par la République de Guinée.
C'est ce chronogramme-là qui nous pose problème. Et c'est pour ce chronogramme que nous avons décidé d'organiser des manifestations pour qu'il soit purement et simplement annulé, afin qu'un nouveau chronogramme sorte du dialogue qui va se tenir ici. Face à cette volonté affichée de l'opposition républicaine qui reste cramponnée derrière sa décision de voir ce chronogramme annulé, le président du groupe parlementaire de la majorité parle de point d'achoppement. Il ne revient pas à nous de l'annuler, il ne revient même pas à nous de demander à la CENI d'annuler. Alors, on s'est dit qu'aujourd'hui ce n'était pas possible. Et nous avons recommandé que dans ce pays, il faut que l'on apprenne à respecter la loi. Au terme de 4 heures de discussion, le représentant spécial des Nations Unies se dit encouragé par le début de ce dialogue. Nous sentons un bon esprit, peut-être animé par l'esprit de Ramadan. Nous sommes vraiment encouragés que ce que nous avons vu aujourd'hui nous encourage. On va avoir des résultats. Cette première journée de tous les désaccords a abordé plusieurs sujets, dont l'annulation pure et simple du chronogramme des communales souhaité par l'opposition républicaine. Justement, suite à la deuxième journée du dialogue politique interguinéen tenu ce vendredi, le calendrier des élections communales proposé par la CENI, qui constitue l'une des formes de discorde entre la mouvance et l'opposition, serait en examen. La CENI pourrait, selon nos informations, annuler la date des communales de concert avec les acteurs du processus électoral. Le commentaire d'Oufali Gilavouki. L'opposition guinéenne qui réclamait à corps et à cri l'annulation du calendrier électoral qui prévoyait la tenue de la présidentielle avant les communales aura finalement obtenu gain de cause. Les parties prenantes au dialogue, à savoir le gouvernement, l'opposition et la majorité présidentielle, ont trouvé un consensus ce vendredi sur cette question préjudicielle. Elle a été purgée, a annoncé le ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako, président du dialogue politique interguinéen. Ce consensus trouvé entre les acteurs sur l'annulation du calendrier électoral du scrutin local sera transmis à la Commission électorale nationale indépendante qui va plancher sur son application. Le dialogue proprement dit va donc se poursuivre samedi 20 juin avec la présence complète de tous les acteurs du processus électoral. Et tous les points de discorde sur le calendrier électoral et sur le processus des élections pourraient être passés au peigne fin. À présent, les deux détenus accusés pour coup d'État à Zérekoré viennent d'être mis en liberté provisoire. Cette mise en liberté provisoire réjouit certains hommes politiques qui réclamaient leur libération depuis plus d'un mois, mais ils se soucient de leur éventuelle arrestation de nouveau Mori et Sidibé. Ils peuvent désormais se frotter les mains. Caporal-chef d'Ogis Kolitea et Kala Olomo, agriculteur, ont été libérés le jeudi dernier après 1 mois 8 jours en détention au PM3 de Matam. Ils ont été arrêtés dans le village de Kirima, en région forestière, pour coup d'État. Nous sommes contents qu'ils aient été libérés parce que c'était une violation des libertés de ces personnes-là. Dans notre loi, il est prévu que la garde à vue puisse être de 48 heures. Il est incompréhensible qu'on accuse 2 citoyens, un agriculteur et un caporal-chef, de préparer un coup d'État à plus de 1000 km de la capitale, dans une forêt où il ne réside aucune institution de la République. Cette mise en liberté provisoire laisse perplexe les défenseurs de ces accusés. Mais vous savez ce qui me désole le plus dans cette affaire, c'est que c'est par lâcheté que ces gens-là ont été gardés au PM3. Parce que les officiers du PM3 savaient le caractère illégal de cette détention. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de garder ces gens. Mais pour ne pas perdre leur poste, ils ont préféré faire souffrir de pauvres citoyens. C'est cela qu'on appelle la lâcheté. Olomo Koninkouruma s'inquiète sur l'éventuelle arrestation par la gendarmerie. Si tel sera le cas, le député de l'Union pour la démocratie et le développement parle d'acharnement. Mais on va juger cela comme d'acharnement de la gendarmerie, d'acharnement à commettre l'illégalité. Vous avez arrêté des citoyens. Vous avez passé plus d'1 mois en train de rechercher des preuves contre eux. Vous n'avez rien obtenu. Vous les libérez, vous appelez ça liberté provisoire. C'est vraiment non-sens. La gendarmerie n'a même pas le droit d'accorder de la libération provisoire. Si la gendarmerie pense qu'elle a le moindre élément contre ces individus, la gendarmerie n'a qu'à les transférer à la justice. On a vu ici les gens qui ont attaqué la résidence privée du professeur Alpha Condé.
Ils n'ont pas été transférés à la justice. Il faut préciser que le caporal-chef Dogis Koliteya et l'agriculteur Kala Olomo ont quitté déjà Conakry vendredi pour Kéréma en région forestière. Santé à présent, le 19 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de sensibilisation pour la lutte contre la drépanocytose. En Guinée, cette journée n'est célébrée que par SOS Drépé Guinée depuis sa fixation par les Nations Unies en 2009 en l'absence des autorités gouvernementales, surtout du ministère de la Santé. C'est la première maladie génétique au monde avec des complications graves comme l'anémie, le priapisme et tant d'autres. Oulematou Kouro Diallo pour le reportage. La célébration de la journée mondiale de sensibilisation pour la lutte contre la drépanocytose, 7e déjà depuis sa fixation par les Nations Unies, s'est déroulée dans le silence et à l'absence des autorités gouvernementales, surtout celle du ministère de la Santé. C'est une maladie due à l'union de deux porteurs sains de type AS ou AC qui peut être prévenue à 100% si les moyens sont mis à la disposition des pratiquants. C'est au hasard que deux porteurs sains donnent naissance tantôt à un enfant malade, SS, tantôt à un enfant non malade porteur sain, ou tantôt à un enfant qui n'a ni le S d'un des parents, ni le S de l'autre parent, qui naît avec sans aucune anomalie. C'est une maladie qu'on peut heureusement prévenir à 100% pourvu qu'on se donne les moyens de le faire. Pour éviter les différentes complications de la drépanocytose, considérée comme la première maladie génétique au monde, Dr Dramé appelle les autorités à mettre en place un programme de surveillance et de suivi de la maladie. Plutôt, on mettra en place un programme de surveillance, de suivi, pour éviter les complications fâcheuses telles que les anémies, les complications infectieuses et d'autres. Et donc, c'est à l'État de mettre en place ces moyens. Venu pour la première fois au centre SOS Drépano Guinée, Seikouya Yasso, porteur sain et père d'une petite fille malade, parle des raisons de sa présence sur ce lieu. Parfois, elle a le mal au dos, et aux mains, les pieds, des fois c'est enflé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'être là afin que ma fille je sache réellement ce que ma fille a comme problème. Et aussi, si possible, qu'elle suive ses traitements ici à son niveau. La drépanocytose est l'une des maladies les plus graves et les plus coûteuses du monde. Mais malgré cela, les autorités en charge de la santé n'en font pas cas et s'y intéressent rarement. Pour ceux, une question reste posée. Pourquoi ce comportement passif de la part du gouvernement guinéen si on sait que dans les autres pays, la drépanocytose est l'une des priorités sanitaires? Merci de me sauver la vie, c'est le thème de la journée internationale du donneur de sang commémorée en différé ce vendredi au Centre national de transfusion sanguine. Une journée pour exhorter les populations à donner volontairement leur sang afin d'assister les accidentés ou les couches vulnérables telles que les enfants et les femmes. Reportage signé à Djiratouba. C'est ma 66e don aujourd'hui. Le volontariat, c'est parce que j'ai voulu sauver les vies humaines. Un donneur volontaire dont les populations devraient souvent suivre l'exemple afin de sauver des vies, comme l'indique le thème de la journée mondiale du donneur de sang cette année. Merci de me sauver la vie. Je voudrais donc d'emblée inviter toutes les personnes éligibles à donner leur sang volontairement et régulièrement pour sauver des vies. La quantité de sang reste faible dans le pays. Le nombre de poches collectées ne couvre que partiellement les besoins annuels du pays. Le CNTS ne reçoit que 15 à 20 donneurs par semaine et encore moins en ce mois de Ramadan, ce qui est peu par rapport à la demande sans cesse croissante. Et ce n'est pas le seul problème. La vétusté, j'allais dire, et l'insuffisance des locaux dans le bâtiment, l'absence de lignes budgétaires et de mécanismes pour la promotion et la valorisation du don volontaire et bénévole de sang, l'insuffisance d'équipements pour la préparation, la conservation, la distribution et la supervision des structures déconcentrées. Une situation que le ministère de la Santé compte bientôt changer, rassure la représentante du ministre. Le ministère de la Santé, avec l'aide des partenaires au développement, s'engage à renforcer les capacités des structures de transfusion sanguine
notamment en les dotant de moyens pour leur permettre d'assurer au mieux leur mission. Au cours de cette célébration en différé, il y a aussi eu, entre autres, la visite du laboratoire de plasmaphéreses offert par la fondation Bill et Melinda Gates. Il consiste à prélever le plasma des guéris d'Ebola pour le donner aux malades d'Ebola afin d'augmenter leur immunité. Autre registre de l'actualité, lancement officiel ce vendredi des cantines scolaires à Bodokori dans la préfecture de Dubreka. C'est une initiative de l'USAID à travers le programme alimentaire mondial qui a offert une quantité importante de vivres aux élèves de cette localité. L'objectif de ce projet est d'encourager la scolarité dans les zones enclavées du pays. C'est l'ambassadeur des États-Unis en Guinée et la représentante du PAM qui ont présidé la cérémonie en Fali et Guilavouki. Après la tornade qui a décoiffé leur établissement, vient le beau temps pour les élèves de Bondorori, une localité qui croupit dans le silence de l'enclavement et de la pauvreté. Ces élèves viennent de bénéficier d'un important lot de vivres de la part de l'USAID à travers le programme alimentaire mondial. Plus de 900 kilos de riz, des légumes pour une ration alimentaire de 38 jours avec des ustensiles de cuisine ont été remis aux autorités de l'école pour l'ouverture de la cantine scolaire. L'objectif de l'initiative est d'encourager la scolarité et à assurer la sécurité alimentaire chez les élèves. Notre objectif est d'abord d'encourager les gens d'envoyer leurs enfants à l'école. Deuxièmement, l'objectif est d'encourager les familles d'envoyer aussi les filles aux écoles pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'un avenir meilleur et pour éviter ce choix entre l'envoi des enfants à l'école et les envoyer au marché, au champ. Bondorori n'est pas la seule localité choisie pour ce projet. Le programme alimentaire mondial compte mettre en œuvre 1600 cantines scolaires à travers le pays. La valeur, c'est de 7 100 000 dollars américains. Et on a commencé donc l'expansion en 2 étapes. Première étape, c'est Forêt-Carrière, Dubreka, Zérécoré, à peu près 400 cantines. Et puis ensuite, à la rentrée scolaire du mois d'octobre, nous pourrons encore démarrer à peu près un peu moins de 400 cantines aussi. Le lancement de la cantine scolaire suscite enthousiasme et espoir chez les élèves. Ils ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de l'ambassade des États-Unis et du programme alimentaire mondial. Avant, on venait à l'école sans manger. Les parents n'ont rien pour nous donner le matin. Actuellement, nous déjeunons à l'école grâce aux donateurs. Nous mangeons à midi. Nous les remercions pour le geste. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales et des parents d'élèves qui ont applaudi cette action. Dans les faits divers de cette édition, un atelier de couture et tout son contenu parti en fumée, c'est les conséquences d'un incendie provoqué par un court-circuit aux environs de 4 heures du matin ce vendredi dans le quartier d'Ixine. Néno Moubaldeyete, voici son reportage. Ce vendredi matin, dans les environs de 4 heures, un court-circuit a ravagé entièrement un atelier de couture situé dans la commune de Dixine. À l'intérieur de ce bâtiment se trouvaient plusieurs bassins et machines à coudre. Les tailleurs très désespérés racontent la scène et lancent un appel aux bonnes volontés pour qu'ils leur viennent en aide. Nous avons travaillé jusqu'à l'aube. Après, nous avons fermé pour aller manger. Quand nous sommes revenus, notre atelier avait pris feu. Sans compter les machines, nous avons perdu 8 balles de basin d'une valeur de 7 500 000 francs guinéens. Nous demandons aux clients de se patienter, car nous avons tout perdu. On ne peut rien pour l'instant. Sur ce, certains clients soucieux parlent d'efforts qu'ils réservent aux sinistrés. J'ai 2 balles de basin d'une valeur de 1100 $. Je veux qu'ils payent. Je fais aussi partie de ceux qui ont perdu, mais je m'engage à patienter. Cet incendie vient allonger la longue liste des victimes causées par les courts-circuits. Pour le moment, les sinistrés n'ont que leurs yeux pour pleurer.
Page funèbre de cette édition d'information, la dépouille mortelle de l'honorable député Mfali Yaradouno a été exposée vendredi matin au Palais du Peuple. Collègues, amis, parents et proches sont venus très nombreux lui rendre un dernier hommage, à rappeler que cet homme est décédé le lundi 15 juin 2015 au CHU d'Ignace Dine des suites d'un accident de la circulation Sonti-Fori-Souma. L'honorable député Mfali Yaradouno a rendu l'âme le lundi 15 juin au centre hospitalo-universitaire d'Ignace Dine suite à un accident de circulation survenu sur la nationale Mamoun-Kindia. Parents, amis et collègues lui ont rendu un dernier hommage vendredi matin. L'honorable Mfali Yaradouno a accompli avec honneur et lucidité sa mission de représentant du peuple, aussi bien dans l'hémicycle que lors des travaux en commission, une mort qui arrache à notre affection un député modèle qu'il sera difficile de remplacer. Député uninominal de Djekedou, membre de la commission mine, industrie, commerce, tourisme et artisanat, Mfali Yaradouno s'est très tôt adonné à la politique, à en croire. Mfali Yaradouno s'est très tôt adonné à la politique. C'est ainsi qu'il devient en 1991 membre fondateur du RPG à Djekedou. Son engagement politique le portera à la tête de la section RPG de Djekedou de 1992 à 1994. Son arrestation le 24 décembre 1993 et son emprisonnement pendant 6 mois ont été un véritable calvaire pour l'illustre disparu. Calvaire au cours duquel il y a eu simulacre de condamnation à mort. On l'a alors obligé de creuser sa propre tombe. Laissant derrière lui une veuve et 8 enfants, après ses obsèques, le député Mfali Yaradouno a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun après la prière de 14 heures. La crise migratoire et ses conséquences en Europe, la question fait débat depuis plusieurs mois maintenant. Les 28 ne parviennent pas à se décider sur la répartition solidaire des réfugiés et les décisions unilatérales se prennent à l'exemple de la Hongrie cette semaine qui annonce la fermeture de sa frontière avec la Serbie. Pire, des travaux préparatoires d'une gigantesque clôture ont été lancés. La Commission européenne exprimait sa réticence face au projet. Suivez. Avec de plus en plus de barbelés à ses frontières, l'Europe est-elle en train de se barricader? Sur ces plaines qui séparent la Serbie de la Hongrie, des centaines de migrants pénètrent dans l'Union européenne sans peine. Mais bientôt, se dresseront ici des palissades de 4 mètres de haut, 175 km de frontières grillagées et aiguisées. La Hongrie veut ainsi juguler le flux de migrants arrivant du sud, 54 000 depuis le début de l'année. Cette barrière est-elle susceptible de faire changer d'avis les candidats à l'exil? Ces Syriens ce matin ne modifient en rien leur plan. Au lieu de construire des murs, les Européens feraient mieux d'essayer de mettre fin à la guerre en Syrie. Si la guerre s'arrêtait là-bas, les Syriens ne seraient pas ici, sur la route. Ces dernières années en Europe, les clôtures anti-immigration se sont multipliées. La Bulgarie, à sa frontière avec la Turquie, a imité la Grèce. Elles ont clairement limité les passages à certains endroits, mais le phénomène ne s'est que déplacé plus au sud, les migrants choisissant désormais de traverser en bateau. L'efficacité des barrières serait donc limitée et la Commission européenne y voit un symbole qui n'honore pas l'Europe. Nous n'avons que récemment abattu certains murs, alors nous ne devrions pas en reconstruire. Édifiées il y a 10 ans, les barrières qui protègent les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc symbolisent le bilan en demi-teinte de ce dispositif. Elles ont certes dans un premier temps limité l'afflux de migrants, mais c'est désormais en force et par centaines qu'ils tentent leur chance. L'an dernier, les entrées clandestines ont ici augmenté de 15%, preuve qu'il faudra plus que des palissades pour dissuader les migrants d'entrer en Europe. C'est en Arabie Saoudite qu'il a pour la première fois été identifié, c'était en 2012, le coronavirus NERS pour syndrome respiratoire du Moyen-Orient, mais il a depuis voyagé. Un cas mortel en Europe a été constaté cette année 24 fois plus en Corée du Sud. Et puis ce matin, un premier cas est en observation en Thaïlande. Suivez ce reportage.
C'est ici, dans cet hôpital de la province thaïlandaise de Nonthaburi, que l'homme a été placé en quarantaine. Un patient originaire du sultanat d'Oman venu se faire soigner à Bangkok le 15 juin dernier pour un problème cardiaque. Dès son arrivée en Thaïlande, il a été diagnostiqué porteur du coronavirus MERS et a immédiatement été isolé avec 3 autres membres de sa famille. Le ministre de la Santé s'est rendu sur les lieux aujourd'hui. Il a voulu rassurer. Le fils du patient a commencé à tousser. Son plus jeune frère a une légère fièvre. Ils sont pour l'heure en quarantaine. C'est le premier cas confirmé par les autorités thaïlandaises, déterminées à montrer que tout est mis en œuvre pour éviter la propagation du virus. Près de 60 personnes sont actuellement sous surveillance. Des mesures préventives appliquées également dans les aéroports thaïlandais, désinfection des cabines d'avion et surveillance des passagers. La Thaïlande, contaminée après la Corée du Sud, qui reste l'un des pays les plus touchés avec l'Arabie Saoudite. Mais à Séoul, malgré l'annonce d'un 24e décès, le climat s'apaise. Nous pouvons affirmer que le virus est contenu. Néanmoins, nous devons rester vigilants pour parer à toute menace de propagation. L'Organisation mondiale de la santé a finalement confirmé jeudi les progrès réalisés dans la gestion de l'épidémie par la Corée du Sud. Plus de 160 personnes ont été contaminées dans la péninsule sud-coréenne et plus de 6000 placées en quarantaine. Pour l'heure, il n'existe aucun vaccin ou traitement pour ce virus. Les pays voisins comme le Japon restent donc en état d'alerte et misent sur la prévention et l'information des citoyens et des voyageurs. Sur ces mots, prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'attention. Nous revoir bien sûr sur le www.groupébazinguinée.info. Merci.